Après l'avoir attendu pendant des années et des années, Elbaf s'ouvre enfin à nous et accueille les Mugiwara dans la terre mythique et antique des géants. Si de nombreuses révélations nous seront faites sur le monde de One Piece, puisque cette île est sans doute l'une des plus anciennes et chargée d'histoire de tout Grand Line, Elbaf sera également le dernier lieu où l'équipage pourra s'entraîner en prévision de la future Grande Guerre. Dans cette vidéo, vous découvrirez une analyse complète et détaillée du déroulement de la nouvelle ellipse de One Piece, un bond dans le temps pendant lequel les Mugiwara découvriront et éveilleront leur véritable puissance cachée pour venir à bout des dieux et des démons du gouvernement mondial. Pourquoi une ellipse sur Elbaf précisément? Quelles seront la nature de leur power-up? Quelle en sera l'utilité finale? Toutes ces questions trouveront une réponse et vos doutes, eux, seront dissipés. Alors bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo théorie, c'est Godji et j'espère que vous allez bien. Comme promis dans ma review du chapitre 1127, voici la version complète de cette théorie qui vous aura autant charmé que questionné. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire si oui ou non une ellipse est encore possible à ce stade de l'histoire, à liker cette vidéo si elle vous plaît et également à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous et maintenant tentons de découvrir le futur qui attend les Mugiwara. Tout d'abord, j'aimerais quand même rapidement revenir sur le principe d'une ellipse dans One Piece et ce que ça apporte en général. Justement, dans One Piece, il y en a eu deux d'ellipses. La première, vous la connaissez, c'est celle des 2 ans. Défaite face à Kizaru, séparation grâce à Kuma, mort d'Ace, ces événements ont permis aux Mugiwara de se diviser, mais pour leur plus grand bien, car forcés de s'entraîner et de se mettre à niveau du nouveau monde qui les attend. La deuxième, moins longue, a toutefois duré 2 semaines et elle s'est déroulée sur Wano Kuni. Encore une fois, défaite de Luffy face à Kaido, casse-prison pour le capitaine des Mugiwara, mais nécessaire pour lui permettre de perfectionner la nouvelle forme du haki de l'armement qu'il a découvert par Yogoro dans le but de vaincre Kaido. Pareil du côté de Zoro d'ailleurs, obtention d'Enma, 2 semaines d'entraînement pour la maîtriser et même durant la guerre, il avait du mal à pleinement la contrôler. On ne peut le nier, une ellipse c'est aussi un moyen scénaristique facile et cohérent pour un auteur de faire progresser ses personnages simplement sans demander beaucoup de justification. Mais pas seulement. Bien que le spectre de la puissance ait une place importante, l'ellipse ne sert pas qu'à ça, bien au contraire même. L'ellipse des 2 ans a surtout permis au monde de bouger, d'évoluer, pour le meilleur ou pour le pire. Barbe Noire est devenu empereur alors qu'avant l'ellipse, son nom était encore à peine connu. Les révolutionnaires ont pu continuer à faire leur truc de révolutionnaire là, ouais, des trucs super secrets et importants, mais aussi et surtout à planifier la libération de Kuma sur Marie-Joise. Et puis en règle générale, ces 2 années ont façonné le monde qu'on connaît aujourd'hui, les supernovas ont infiltré ou rejoint délibérément les empereurs, de nouveaux amiraux ont été introduits et le gouvernement ont continué à faire leur truc de gouvernement là, super secret et important. Et pour les 2 semaines de Wano Kuni, cette ellipse a permis aux samouraïs de préparer leurs forces pour combattre l'armée de Kaido, mais par-dessus tout aux événements de la rêverie d'avoir lieu et donc de découler à la mort de Cobra et Myosgard, à la disparition de Vivi, au face-à-face de Sabo contre le Gorosei et Imu, ainsi qu'à l'extinction de Lulusia et donc la montée des eaux, signe annonciateur de l'utilisation d'une arme antique. Et oui, cette petite ellipse a eu un très gros impact sans trop qu'on s'en rende compte. Donc voilà, quand on parle d'ellipse, il est évident de penser à tout le côté power-up, entraînement, on va d'ailleurs beaucoup en parler dans cette vidéo, mais il va de pair avec l'évolution du scénario qui ne peut changer à ce point-là qu'en lui laissant autant de jours, de semaines ou de mois. Vous devez peut-être savoir que je suis vraiment ouvert à l'idée d'une prochaine ellipse dans One Piece, en tout cas une ellipse qui viendra avant la fin de l'œuvre. La preuve, il y a 3 ans, je vous avais fait une vidéo théorie dans laquelle je vous expliquais comment et pourquoi une nouvelle longue ellipse aurait lieu avant la fin de l'œuvre. Mes arguments étaient les suivants. Une ellipse servirait effectivement à augmenter la puissance globale des Mugiwara pour les combats finaux. Ainsi, les personnages ne l'ayant pas encore pourraient débloquer certains aspects du haki quand ceux qui le possèdent l'amélioreraient pour en devenir de véritables experts. Mais aussi et surtout, cette ellipse serait le moyen pour Luffy de devenir le vrai roi des pirates. Non pas en se rendant sur Laftel et découvrir le One Piece en off-screen, mais plutôt en suivant la route de Roger. Car si on s'accorde à dire que Luffy suit les traces du précédent roi des pirates, il lui manque en réalité beaucoup de choses pour encore prétendre au titre de seigneur des mers, notamment des poneglyphes. Quel est le rêve de Nico Robin? C'est de découvrir le Rio Poneglyph, celui censé révéler toute l'histoire cachée du monde, le message complet qu'aurait laissé Joy Boy. Et ce Rio Poneglyph ne se trouve pas sur Laftel, non, comme Robin l'explique au chapitre 301, ce n'est qu'en reliant les différents poneglyphes informatifs dispersés à travers le monde qu'un texte qui n'existe pas encore fera son apparition, le fameux Rio Poneglyph. Seul Roger sera parvenu
à porter ces textes à leur destination, des textes qui s'élèvent au nombre de 9 à en juger le chapitre 846. Et qu'a fait Roger lorsque nous avons découvert son histoire dans le flashback d'Oden Kozuki? Eh bien, il a parcouru le monde une deuxième fois. Roger est parti à la recherche de tous les poneglyphes, les a fait décrypter par Oden pour finalement, au chapitre 967, découvrir tout du monde qui les entoure. C'est la raison pour laquelle les Mugiwara pourraient bien atteindre l'île finale maintenant, que ça ne changerait rien car eux n'ont pas découvert les poneglyphes dits informatifs éparpillés à travers le monde entier. Ils en ont au minimum 2 qui sont les 2 poneglyphes d'Alabasta et de Chandora, révélant l'histoire des armes antiques Pluton et Poséidon, mais il est certain que de nombreux autres poneglyphes sont manquants pour reconstituer le puzzle au grand complet, le Ryo poneglyph. Si c'était déjà pour moi l'un des plus puissants arguments à apporter pour justifier une ellipse, ça l'est aussi pour justifier un nouveau tour du monde de la part des Mugiwara. On reprend le cas de Roger, ce dernier a visité toutes les mers du monde, il a parcouru le globe entier pour finalement s'élever au titre de roi des pirates. Personne ne serait gêné que Luffy fasse de même en n'ayant jamais visité des mers comme South Blue, West Blue ou même North Blue. Pourrait-il vraiment prétendre au titre de seigneur des mers, parangon de la liberté, en ayant vogué seulement 2 ans sur Grand Line? Découvrir les Ryo poneglyphs pour révéler la véritable histoire permettra aussi aux Mugiwara de voyager partout dans le monde ensemble tout en affirmant la position royale de Luffy sur les mers. Voilà, donc même si ce n'est qu'un résumé assez grossier de cette vidéo sur une ellipse avant la fin de One Piece, l'idée est la même et n'a pas bougé depuis 3 ans malgré tout ce qui a pu se passer entre temps. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet de cette nouvelle vidéo. Pourquoi une nouvelle ellipse sur Elbaf? J'ai énormément de choses à dire sur le sujet, des choses concrètes qui, je suis sûr, parviendront à vous convaincre si vous êtes réticent. Tout d'abord, pourquoi je pense à une ellipse là maintenant pour cet arc d'Elbaf? À l'instar de l'ellipse de 2 semaines sur Wano Kuni, celle d'Elbaf serait sous le signe de l'entraînement des Mugiwara dans la globalité de l'équipage. Pour discerner le besoin de cette ellipse actuellement, eh bien 2 questions se posent. Quels sont les adversaires des Mugiwara et ces derniers sont-ils à la hauteur pour les combattre? Avec le temps, cette liste s'est raccourcie puisqu'on peut citer les autres empereurs et encore, seul Barbe Noire représente un véritable danger pour notre protagoniste. On peut citer les amiraux et donc la marine, mais ce ne sont pas non plus les plus grands monstres que Luffy aura à affronter. Il ne reste alors que le Gorosei et les Chevaliers Divins, et eux m'intéressent beaucoup plus car Oda ne les a dévoilés qu'aux portes du final de One Piece, les introduisant ainsi comme dernier rempart pour les Mugiwara lorsqu'ils combattront le gouvernement. Est-ce qu'ils sont à la hauteur pour les combattre? Luffy l'est indéniablement, il pourra toujours progresser, mais on sait que depuis le Gear 5, pas grand chose pourra l'arrêter. Qu'en est-il des autres? Eh bien, si on considère que le Gorosei va représenter de nouveaux ennemis à combattre pour les Mugiwara, ils sont quasiment tous assez loin de pouvoir faire quoi que ce soit contre eux. Zoro et Sanji seront toujours les plus combatifs et les plus à même de suivre les combats de leur capitaine, ils nous l'ont montré sur Egghead en défiant le Gorosei. Mais les autres, eux, n'ont strictement rien pu faire face à Saturne. Brook, Usopp, Nami, Chopper, Robin ont ensemble échoué à ne serait-ce que freiner la progression de l'ancien dieu guerrier. Et on ne peut pas leur en vouloir, les 5 doyens ont représenté des adversaires dignes de ce nom en étant dangereux, implacables, puissants et strictement invincibles, encore plus que ne l'était Kaido sur ce point précis. Leur régénération dépassait l'entendement, ils dépassaient la logique même du monde de One Piece, la moindre blessure qui leur était infligée était également soignée et régénérée dans les secondes qui suivent. Et si les primes ne sont pas des indicateurs fiables de puissance, le Haki, lui, l'est totalement. Si vous aviez encore des doutes de la terreur que peut représenter le Gorosei, les protagonistes, eux, ont noté à plusieurs reprises l'étrangeté et l'intensité du Haki des doyens qui venaient tout juste de débarquer sur l'île. Ils sont menaçants, ont des pouvoirs encore jamais vus jusqu'à présent et Luffy lui-même ne parvient à comprendre l'origine de leur immortalité. C'est là tout le problème, cette invulnérabilité devra être surmontée, ce problème devra être réglé pour que la prochaine fois, les Mugiwara puissent combattre efficacement le Gorosei. Ils ne pourront continuer à fuir et c'est la raison pour laquelle je pense qu'une ellipse est utile afin de rehausser le niveau général de l'équipage et ensemble outrepasser la puissance et l'immortalité des doyens. Ils sont importants parce que leur apparition face aux Mugiwara n'a pas donné de suite ni de finalité tout en générant une frustration, un problème qui est cette fameuse immortalité. Ce cas de figure est similaire à l'affrontement de Luffy contre Aokiji ou même face à Kaido. Il les a rencontrés, il a découvert le gouffre qu'il y a entre leurs puissances respectives jusqu'à le pousser à trouver un moyen de les vaincre. Là, c'est un scénario à peu près similaire. Alors,
pourquoi Elbaf? Pourquoi ce pays en particulier aurait le lourd fardeau d'offrir à l'équipage le power-up ultime pour affronter les dieux du gouvernement? À l'origine même de cette théorie se trouve cette simple case du chapitre 1111 lorsque Dori et Broggy, en constatant l'énormité de Saturne et Warkery, déclarent qu'ils ressemblent à des bêtes féroces des forêts d'Elbaf. Et c'est vrai ça, qui sont les créatures sauvages que doivent affronter les puissants géants d'Elbaf? À quoi ressemblent les monstres de la faune du pays des plus grands guerriers des mers? Le chapitre 1127 de One Piece nous en aura donné un bref aperçu et comme on pouvait s'y attendre, c'est impressionnant. Assez pour qu'un chat se transformant en lion demande une attaque combinée de Luffy, Zoro et Sanji pour être mis KO. Sa résistance est telle qu'on le retrouve quelques minutes plus tard déjà d'aplomb. Ce n'est pas tout, nous avons aussi pu découvrir un corbeau assez gros pour porter le Sunny dans ses serres et un serpent géant que Luffy aura semble-t-il eu besoin du Gear 5 pour le vaincre. Tout ça pour dire que non, les Mugiwara ne sont pas du tout faibles, c'est juste que les créatures d'Elbaf sont sûrement les plus terribles animaux de l'univers de One Piece après les rois des mers. Ils ressemblent aux Gorosei dans l'apparence, dans la force et dans la résistance. Voici les meilleurs sujets d'entraînement pour les Mugiwara. Tout comme Luffy s'est entraîné 2 années dans la faune de Ruskaina pour développer son haki et perfectionner la maîtrise de son fruit du démon, les Mugiwara s'entraîneront contre les monstres d'Elbaf en prévision de leur prochaine rencontre avec le Gorosei. Voilà pourquoi Elbaf serait le lieu parfait pour ça. Ça, et aussi parce que aucun pays, pas même celui des samouraïs de Wano Kuni, n'a la réputation d'Elbaf. C'est littéralement la plus grande nation guerrière à un tel point que Big Mom, d'après ses dires, aurait acquis la puissance nécessaire pour vaincre Kaido, Shanks et Barbe Blanche en s'alliant aux géants. Des géants qui ne font que se battre partout tout le temps. La guerre est un jeu pour eux et la mort une récompense. Cette île représente la force pure et brute et apporterait le contexte et l'environnement idéal à un entraînement pour nos protagonistes, quelle que soit sa durée. Et puis n'oublions pas que si Elbaf est à l'échelle des géants, alors pour les Mugiwara qui sont de taille humaine, ça sera plus de 10 fois plus grand que n'importe quel pays qu'ils ont visité. S'ils mettaient plusieurs heures ou plusieurs jours à traverser Alabasta ou Wano Kuni, alors ça prendra des semaines sur Elbaf, ce qui peut potentiellement énormément rallonger leur séjour ici. Voici donc les premières raisons m'ayant convaincu de la possible ellipse sur Elbaf et pourquoi cette île serait la plus propice à un entraînement. Évidemment, je ne peux théoriser sur une ellipse d'entraînement pour les Mugiwara sans analyser avec plus d'attention la nature des power-ups qu'ils subiront, car chacun d'eux ou presque trouvera un intérêt à séjourner aussi longtemps sur cette île. Parmi tous les membres de l'équipage, seuls Brook et Jinbei sont les plus compliqués à justifier une amélioration dans leur technique. Bien que Brook pourrait parfaitement éveiller son fruit du démon pendant cette ellipse d'entraînement, vu que ça commence à devenir une normalité dans One Piece que de voir des utilisateurs de pouvoir éveillés. De plus, Brook ayant déjà une utilisation très avancée de son Yomi Yomi no Mi depuis l'ellipse des 2 ans, au point de pouvoir toucher les âmes de ceux qui l'entourent, il ne serait pas étonnant qu'il soit le prochain Mugiwara à éveiller ses pouvoirs. C'est aussi le plus vieux utilisateur de fruit du démon à ce jour. Voilà 52 ans qu'il a consommé le Yomi Yomi no Mi, autant vous dire qu'Oda ne le laissera pas de nombreuses années supplémentaires sans lui attribuer l'éveil de son fruit du démon. Un autre Mugiwara qui pourrait profiter de cette ellipse, c'est Franky. Bien que ce dernier n'ait pas de lien particulier avec Elbaf, Lilith a accompagné les Mugiwara après l'incident d'Egghead et ça change absolument tout. Si le voyage sur l'île de Vegapunk n'a pas été de tout repos et que les combats et révélations se sont enchaînés frénétiquement, un regret persiste pour toute la communauté. Franky n'a pas eu son heure de gloire. Lui qui est passionné par les travaux de Vegapunk depuis la première ellipse, en ayant justement passé 2 ans dans le laboratoire du scientifique, il n'a malheureusement pas pu échanger avec lui sur sa propre science et ses propres inventions. Lilith pourrait corriger le tir et l'ellipse sur Elbaf la lierait davantage à Franky qu'aux autres, ça tombe bien, elle est une fana absolue de l'armement militaire, tout comme Franky, les deux pourraient créer une nouvelle machine destinée aux charpentiers des Mugiwara et même améliorer le Sunny qui fait lui aussi partie intégrante de l'équipage. Vu la passion que Vegapunk et Lilith justement avaient pour le Vega Force, je soupçonne quand même que la principale des améliorations conférées à Franky le soit en réalité au Franky Shogun, le robot qui constitue sa plus grosse force de frappe. Robin est absolument passionnante à analyser dans le cadre de cette ellipse sur Elbaf. Alors certes, elle gagnerait sans aucun doute en puissance d'une manière ou d'une autre, améliorerait sa technique ultime Démonio Fleur pour la rendre encore plus efficace à utiliser, mais Robin pourrait profiter d'un long séjour sur Elbaf pour toute autre chose. Cette autre chose, c'est la reconstitution de la bibliothèque d'Ohara sur Elbaf par Aguar dit Zoro. Nous avons appris durant l'arc d'Egghead que Zoro n'était pas mort et qu'il avait réussi à perpétuer la volonté d'Ohara en sauvant les livres de l'arbre de la connaissance de la destruction. Ce savoir préservé a eu un impact dans l'œuvre que vous n'avez peut-être pas encore réalisé, mais sans le sauvetage de ces livres par Zoro ce jour-là, eh bien Vegapunk n'aurait jamais pu étudier le siècle oublié à ce point. Vegapunk n'aurait jamais pu découvrir l'histoire de Joy Boy et donc l'incident d'Egghead tel que nous le connaissons avec ses révélations et l'apparition des 5 dieux du monde n'aurait peut-être jamais eu
eu lieu. Maintenant que Robin est adulte, qu'elle a bien plus conscience de l'importance des textes que le gouvernement souhaitait à tout prix effacer, leur étude minutieuse permettra à l'archéologue des Mugiwara d'en savoir plus sur le monde, sur le siècle oublié et de mieux guider Luffy dans sa quête finale pour le One Piece. Marcher dans les pas de Clover et de Vegapunk l'amènera inévitablement à devenir celle qui en sait le plus sur le siècle oublié, sur les secrets du monde dans lequel ils vivent. Ainsi, après cette nouvelle ellipse, Robin aurait de nouvelles connaissances sur l'emplacement de certains poneglyphes ou de l'utilisation de certaines armes antiques comme Uranus, qui est la dernière à manquer de développement dans l'œuvre. Chopper est toujours un cas assez spécial quand on pense à son évolution. Elle peut être relativement difficile à cerner en temps normal, sauf qu'il ne sera jamais autant dans son élément que sur Elbaf. Tout d'abord, c'est une île à l'hiver rude, un confort non négligeable pour notre petit renne, mais surtout, Chopper découvrirait de nouveaux remèdes, une nouvelle médecine propre aux géants. Des sérums, médicaments et antidotes d'une efficacité exceptionnelle normalement réservée jusque-là aux puissants guerriers d'Elbaf. Dans cette île sauvage, Chopper aurait accès à tout un tas de nouvelles plantes qu'il utilisera pour soigner ses alliés. S'il s'agit d'un développement terriblement logique pour le médecin de l'équipage, contrairement à Robin, ne mettons pas de côté son esprit combatif. Chopper est à l'origine un animal. Aujourd'hui, l'utilisation de son Zoan est assez développée pour réduire la consommation de Rumble Ball, bien qu'elle reste toujours omniprésente dans ses combats. Cette ellipse fera ressortir le côté bestial et féroce de Chopper. Je suis pas du tout en train de vous faire une pub pour Axe ou un autre parfum pour homme, je suis 100% sérieux. Chopper devra devenir le roi des animaux d'Elbaf, il pourra communiquer avec eux mais devra aussi les dompter plus que n'importe qui. Avec son Monster Point, il est le premier à nous avoir montré dans One Piece ce qu'était vraiment un monstre incontrôlable. Après son passage sur Elbaf, il n'aura plus besoin d'une quelconque drogue et ses effets secondaires trop contraignants pour exploiter le plein potentiel de son Zoan. Sanji est un des piliers de l'équipage de par sa puissance qui est absolument exceptionnelle, lui accordant une place au sein du Monster Trio aux côtés de Luffy et Zoro, mais aussi et surtout pour ses compétences de chef cuistot. Et si ellipse il y a, vous aurez bien compris que Sanji évoluera lui aussi sur le plan combatif, même si je dois bien avouer avoir du mal à trouver quelles nouvelles compétences il pourrait déployer, si ce n'est le Haki des rois. Prince du Garma, l'un des plus puissants combattants de l'équipage avec Zoro, il ne serait pas si étonnant de le voir posséder cette forme du Haki. Petit plus, la cover du tome 100 de One Piece se nomme le Fluide Royal, donc le Haki des rois. Sur celle-ci, les utilisateurs de ce Haki sont mis à l'honneur et Sanji y est présent. La communauté aime alors imaginer que c'est un foreshadow de la part d'Oda annonçant le futur Haki des rois du cuistot. Mais c'est justement cet aspect-là que Sanji va énormément améliorer durant l'ellipse sur Elbaf, la cuisine. Déjà largement mise à l'honneur pour ces délicieux sèmes-là qui auront provoqué la colère de Big Mom dans son enfance, récemment Dory et Brogy ont introduit le Hakarl, une ration d'urgence qui a été capable de redonner instantanément à Luffy l'énergie suffisante pour contrebalancer les effets secondaires de son Gear 5. Sur Elbaf, Sanji apprendrait alors la cuisine des géants et le secret de leur ration d'urgence pour sublimer leur goût déjà, parce que le Hakarl ça semblait être l'enfer sur terre gustativement, mais aussi pour booster ses Nakama en cas de fatigue avec des rations aussi énergétiques que celles des géants. Bien sûr, comment ne pas mentionner Usopp. Le concernant, un monde d'opportunités s'ouvre à lui. Si une ellipse sur Elbaf a lieu, c'est l'endroit parfait pour faire du canonnier des Mugiwara un véritable guerrier des mers. Ce pays qu'il admire depuis sa première mention ne peut être que le lieu où il révélera son plein potentiel et où ses plus grands défauts pourront être corrigés, gagnant ainsi le courage qu'il cherche depuis tant d'années. Usopp est également un inventeur génial, en plus de pouvoir travailler à la réalisation d'une arme spécifique ou à l'amélioration de la technologie de l'équipage avec Lilith et Franky. Il a surtout été vu bricolant quelque chose sur le bateau des géants lorsqu'il quitte Egghead. Upgrade du Climatact de Nami, de son propre Kabuto ou bien toute nouvelle arme, qu'importe car de toute façon ça sera une amélioration nécessaire aux Mugiwara et à Usopp. Et surtout, il sera l'heure pour lui de découvrir l'utilisation du Haki. Cela fait maintenant 10 ans que cette scène légendaire d'Usopp a vu le jour éveillant son Haki d'observation sur Dressrosa. Depuis tout ce temps, à aucun moment le sniper des Mugiwara n'a daigné le réutiliser ou même donner un signe d'éveil du Haki de l'armement. Quand son père est capable avec une seule balle de détruire l'intégralité du navire de Bartolomeo à plusieurs kilomètres, on ne peut qu'avouer que le niveau d'Usopp est très loin de ce qu'il devrait être. Il stagne, il n'évolue pas comme les autres, et cette ellipse sur Elbaf serait parfaite pour lui accorder un vrai power-up utile et logique sur le Haki, lui apprenant à utiliser la forme de l'observation et surtout de l'armement. Il doit se remettre au niveau, Oda doit le faire et Elbaf est le moment parfait pour ça. Nami fait partie de ces personnages dont l'évolution est difficile à cerner en cas d'ellipse. Bien évidemment, la cartographie d'Elbaf, si elle a lieu, devrait lui prendre un sacré bout de temps. Mais là où Nami pourrait s'améliorer, c'est sur l'utilisation de Zeus. Le Homise qu'elle a récupéré définitivement de Big Mom est sa nouvelle source principale de dégâts, comme le prouve son combat contre Ulti sur Onigashima, mise KO une première fois par son terrible Ninpo
Raite. Cependant, le rapport au combat entre Nami et Zeus peut s'améliorer de bien des manières sur Elbaf, et celle que j'imagine le mieux est la capacité de voler. Zeus était utilisé par Big Mom pour abattre la foudre sur ses ennemis, mais il servait aussi à l'impératrice de Whole Cake de moyen de transport, lui permettant de se déplacer à grande vitesse sur les airs. Nami jusqu'à présent ne l'a jamais utilisé de la sorte, et si l'entraînement sur Elbaf était le moment parfait pour ça. Volant sur Zeus, elle surplomberait le champ de bataille pour déchaîner la foudre sur ses ennemis. Cette grande mobilité serait un power-up exceptionnel pour elle, mais aussi pour ses nakama. Comme le prouve l'arrivée des futurs mariés Sanji et Pudding à leur cérémonie de mariage sur Whole Cake, Zeus peut aussi porter d'autres personnes que son maître. N'est-ce pas le signe que Usopp pourrait aussi accompagner Nami sur Zeus? Ce duo inséparable sont les moins efficaces au corps à corps et leur octroyer la capacité de voler serait l'un des plus grands power-up que l'on puisse imaginer. Prenons un petit peu de recul, Barbe Noire et son équipage sont probablement parmi les adversaires finaux des Mugiwara, n'est-ce pas? Alors comment Usopp et Nami pourront rivaliser face à un tireur d'élite capable de se téléporter partout sur une île et face à un cheval volant pouvant lui-même transporter n'importe qui, même Teach en personne? Eh bien en ayant Zeus, dieu de la foudre, mais surtout seul moyen pour eux, ne possédant aucun fruit du démon, de rivaliser avec des monstres capables de voler ou de se téléporter n'importe où, n'importe quand. Voilà à quel point un entraînement pour Nami et par extension Zeus pourrait être important pour les futurs combats de l'histoire. Zoro est d'une simplicité remarquable à analyser quand on parle d'entraînement et de power-up. Tout ce qu'on peut attendre de lui, c'est qu'il tranche des monstres toujours plus gros, des montagnes toujours plus grandes. La terre des géants d'Elbaf et sa faune surpuissante est un lieu de jeu parfait pour lui, pour se renforcer, pour améliorer davantage ses compétences au sabre, mais surtout maîtriser à la perfection Enma, cette lame qui lui a causé tant de problèmes sur Wano Kuni. Durant la bataille d'Onigashima, Zoro a dû dévoiler son Haki des rois pour prendre le dessus sur la lame d'Oden qui ne cessait de puiser son énergie. Il doit alors maintenant affiner l'utilisation de cette forme royale du Haki et en devenir un aussi bon utilisateur que Luffy. Par-dessus tout, il doit encore résoudre le mystère des lames noires, il doit noircir le Enma, c'est une mission que lui a confiée Sukiyaki et c'est son objectif prochain en tant que sabreur. Si cet événement se fera sûrement au cours d'un combat, il pourrait aussi avoir lieu à la fin de son entraînement sur Elbaf, donc lorsqu'il aura compris ce qui lui manque pour augmenter de rang ses 3 katanas, dont le fameux Enma. Et peut-être que nous aurons enfin le fin mot de l'histoire de la faucheuse aperçue sur Onigashima après avoir vaincu King, mais ça, c'est pas gagné. Pour finir cette liste, il n'en manque qu'un et c'est évidemment Luffy. Aujourd'hui, Luffy est un combattant absolument complet au point où il n'a presque plus rien à apprendre, en tout cas pas à notre connaissance actuelle. Il maîtrise absolument toutes les formes de Haki et leurs versions avancées, il a éveillé son fruit du démon et semble inarrêtable en Gear 5. Comment peut-il être plus évolué que ça? Eh bien, la force brute est incontestablement une source infinie de pouvoir qui se plafonne que lorsque le personnage devient trop vieux ou trop malade, ce qui n'est pour l'instant pas le cas de Luffy ni dans les 10 prochaines années. Au contraire, plus Luffy va vieillir, plus il va devenir puissant en rivalisant avec la force légendaire d'un Barbe Blanche, d'un Roger et encore au-delà. S'il apprendra sûrement de nouvelles techniques durant cette ellipse, comme de nouvelles formes de son Gear 5, de nouvelles façons d'utiliser et d'exploiter son plein potentiel, c'est surtout l'histoire de Nika qu'il pourra découvrir. Et oui, le dieu du soleil est étroitement lié au pays d'Elbaf, c'est en tout cas ce que Vegapunk et le duo Dori Brogy nous a laissé comprendre. Nika est un mythe bien connu des géants et pour la première fois depuis l'éveil de son fruit du démon, Luffy se rend dans un pays qui vénère ce dieu. En plus de la présence de Kuma et Bonnie à la recherche de cette entité depuis leur enfance, c'est sur Elbaf que Luffy va peut-être enfin découvrir le secret derrière son identité, ou du moins celle de son fruit du démon. En apprendre plus sur Nika de la part des géants lui permettra aussi de mieux comprendre ses pouvoirs et la liberté qu'il lui accorde. Il deviendrait alors plus puissant tout en découvrant la vérité sur le dieu du soleil. Vous l'aurez compris et constaté, plus on arrive sur la fin de l'œuvre, moins la marge de progression de nos protagonistes est grande. Toutefois, une ellipse d'entraînement aura toujours un avantage pour remettre au niveau les personnages un peu plus délaissés comme Usopp, ou pour développer l'histoire et le rôle d'autres Mugiwara tels que Robin avec la bibliothèque d'Ohara et Zoro. Que vous soyez d'accord ou non avec les éléments que j'ai relevés, les arguments que j'ai utilisés pour justifier une ellipse, il y a encore quelque chose à prendre en compte et ça ne peut que faire l'unanimité car le monde bouge. Je vous en parlais plus tôt, l'ellipse de 2 semaines de Wano Kuni a été certes utile au Mugiwara, mais surtout à l'auteur pour replacer ses pions et développer l'intrigue des autres personnages du monde de One Piece. Cette nouvelle ellipse sur Elbaf aurait le même but, la Cross Guild recruterait enfin de nouveaux Shichibukai comme Gecko Moria, Doflamingo, Weevil et même Boa Hancock, tout en affaiblissant jour après jour les forces de la marine avec leur système de primes sur les soldats. Barbe Noire utiliserait Garp comme il le souhaite, c'est-à-dire en tant que monnaie d'échange avec le gouvernement et pourrait potentiellement vraiment devenir le
roi de la ruche après avoir fait de cette île un pays officiellement reconnu. Dragon et les révolutionnaires affronteront les chevaliers divins, ces derniers cherchant à stopper le sabotage de la rébellion visant à couper Marie-Joise de nourriture. Kid, Law, Bartholoméo, ces 3 pirates ont perdu face à Shanks et Barbe Noire. Leur laisser du temps pour se soigner et retrouver des forces est absolument primordial. Et puis surtout Immu. Si Egghead ne s'est pas conclu comme le gouvernement l'espérait, ils ont toutefois réussi à récupérer York et normalement le réacteur à fusion pour recréer Mother Flame afin d'alimenter l'arme antique possédée par Immu. Tout ça prendra un temps phénoménal, ce n'est pas une affaire de jours mais une affaire de semaines, voire de mois. Comprenez alors que cette nouvelle ellipse servira à mettre en place la guerre finale de l'œuvre et donc que ça ne concerne pas que les Mugiwara mais bien le monde entier. D'ailleurs, il doit se passer quoi bientôt dans le monde? C'est une vraie question que je vous pose là, mais normalement si vous avez été assidu durant le message de Vegapunk, vous devez connaître la réponse, c'est le déluge. Le scientifique est formel, après avoir étudié le passé, il est en mesure de prédire l'avenir. Le monde sera noyé à nouveau comme ce fut le cas il y a 800 ans. La cause, le déchaînement des dieux ou du moins des armes antiques, et ça a déjà commencé. C'est là que ça rajoute un petit plus dans cette histoire d'ellipse sur Elbaf, car l'apocalypse dans les mythes nordiques, mythologie ayant inspiré les géants, apparaît sous le nom de Ragnarok. Pouvant se traduire comme le destin final des dieux ou des puissances, le Ragnarok marquera la fin et le renouveau du monde. Avant que la terre ne soit engloutie par les flammes mais aussi par les eaux, l'apocalypse commence par la disparition du soleil, créant un hiver long de 3 années, finissant par une bataille opposant les dieux face au chaos et ses créatures monstrueuses comme le loup Fenrir et le serpent-monde Jormungand. Si les scénarios de fin du monde peuvent souvent être similaires, nous avons là ce qui semble être une partie du futur cataclysme de One Piece. Vegapunk prévoit une importante montée des eaux, le monde sera noyé à nouveau et personne n'y survivra. La bataille des dieux contre le chaos serait métaphoriquement le clan des Dix contre le gouvernement mondial, le Gorosei et Immu qui ont l'apparence et le pouvoir de créatures terrifiantes et mythiques. Et l'hiver de 3 ans qui surviendra après la disparition du soleil sera justement cette fameuse ellipse dont je vous parle tant depuis le début, une période de 3 ans durant laquelle Luffy, le dieu soleil, s'éclipse du monde pour rassembler ses forces en vue d'une bataille décisive pour le destin de l'humanité. 3 ans pour rassembler ses alliés, 3 ans pour s'entraîner, 3 ans pour se préparer à combattre ceux qui sont à la fois les dieux et les démons de ce monde. Le crépuscule des dieux, autre nom du Ragnarok, sera suivi par l'aube du monde, signe incontestable que Luffy sera parvenu à faire briller le soleil sur l'humanité après toutes ces années de ténèbres. Ouais, la mythologie nordique ne passe pas par 4 chemins, il faut bien l'avouer. Rares sont les fins du monde aussi épiques mettant en scène des dieux, des monstres et un déluge aussi puissant. Pourtant, on ne peut l'ignorer et nous avons plus besoin de prouver qu'Oda s'inspire des mythologies à bien des égards dans la création de son œuvre. L'arc d'Elbaf est justement un exemple parfait. Avait-il l'obligation formelle d'intégrer l'Yggdrasil, l'arbre-monde de la mythologie nordique? Absolument pas, et pourtant, il est bien là. Ce monument central de toutes ces légendes a un rôle crucial en formant un véritable équilibre cosmique à travers ces 9 mondes. D'ailleurs, lorsque je vous avais théorisé cette ellipse à Elbaf pour la première fois dans ma review du chapitre 1127, vous aviez été nombreux à juste titre à me souligner que les 9 mondes de l'Yggdrasil pourraient être assignés à chacun des 9 Mugiwara, et donc que par exemple le Helheim, le royaume des morts, pourrait être là où s'entraînera Brook, quant à Asgard, le royaume des dieux serait lieu d'entraînement de Luffy et donc de sa forme de dieu soleil Nika. Tout cela bien sûr à condition qu'Oda introduise chacun de ces 9 mondes dans l'Yggdrasil de One Piece. Normalement, vous avez compris l'idée globale que j'ai voulu vous transmettre à travers cette théorie d'une nouvelle ellipse sur Elbaf. Toutefois, vous devez peut-être vous demander si ce n'est pas incohérent avec la première ellipse que je vous ai proposée. Au début, je vous ai expliqué avoir la certitude que Luffy fera lui aussi et comme Roger un nouveau tour du monde pour rassembler les Ryoponeglyphes. Et je vais vous avouer quelque chose, je ne pourrais être plus sûr d'une théorie que de celle-ci, encore plus que cette théorie-là sur l'ellipse d'Elbaf. Pour autant, ces deux hypothèses ne rentrent aucunement en conflit et au contraire, se dérouleraient avec une fluidité remarquable. Elbaf sera le lieu de la première ellipse qui servira aux Mugiwara à augmenter leur puissance globale, à affiner leur talent ainsi qu'à découvrir peut-être une partie de l'histoire. La recherche et la récupération des poneglyphes informatifs pour recréer le Ryoponeglyph, ça n'arrivera que lorsque le prochain but de Luffy sera d'aller sur l'Aftel et de découvrir la véritable histoire. Or, et même si c'est l'objectif final de One Piece depuis le premier chapitre, eh bien ce n'est pas leur désir là maintenant. Ils doivent tout d'abord trouver le dernier Rod Poneglyph gardé par l'homme à la cicatrice de feu et je suis prêt à parier qu'entre-temps, ils auront une autre mission à accomplir. Il n'y a aucune contradiction entre le bon déroulement de ces deux ellipses car elles ont chacune un rôle précis pour le développement de l'histoire mais aussi de nos Mugiwara.
Ok, alors la vidéo était censée se terminer là ici, mais les plans ont un peu changé. En fait, tout ce que vous avez vu ces presque 30 dernières minutes ont été écrits et montés autour du chapitre 1128, il y a de ça quelques semaines, quelques mois, alors que Loki lui-même n'était pas encore apparu dans le manga. Je vous laisse imaginer que beaucoup de choses se sont rajoutées entre temps, que je n'ai pas mentionné, et qui peuvent confirmer ou même contredire cette théorie. C'est pourquoi je voudrais prendre quelques petites minutes supplémentaires pour tout mettre à jour. Effectivement, Loki est apparu le plus puissant des géants, utilisateur d'un fruit du démon légendaire inconnu pour le moment, enchaîné depuis 6 ans à l'arbre d'Elbaf qui est en réalité l'arbre d'Adam. Déjà, l'info en elle-même est pas mal. Alors pour l'instant, la potentielle Ellipse n'a pas de lien direct avec lui, toutefois le temps passé sur Elbaf pourrait permettre à Luffy et aux Mugiwara en général de mieux le connaître et en découvrir plus sur l'histoire de ce pays dont il est le prince et qui est sûrement autant lié au One Piece que pouvait l'être Wano Kuni. L'un des éléments principaux de cette théorie se basait sur la présence de monstres sauvages féroces dans la faune d'Elbaf. Des monstres qui pourraient servir d'entraînement pour augmenter la puissance des Mugiwara. Pour le coup, les derniers chapitres n'ont fait qu'appuyer cette sensation, surtout le 1131 où Loki fait apparaître 5 animaux sauvages qui sont les rois des montagnes d'Elbaf. En plus du parallèle évident entre les animaux rencontrés par Luffy sur Euskaina, là où il s'entraîna pendant 2 ans, ces animaux sont, comme je le disais sûrement, parmi les plus forts de la faune entière de tout One Piece. Ce ne sont pas les seuls, Airudin et Stansen se sont mis à 2 pour vaincre un élan particulièrement coriace et surtout carnivore, vu ses dents, qu'il ne pouvait porter seul tant il était massif malgré leurs 22 mètres de hauteur. Donc oui, je réitère, Elbaf fait le lieu d'entraînement parfait. Encore plus récemment, dans le chapitre 1132, quelque chose qui n'a rien à voir avec la faune d'Elbaf, mais avec la temporalité de cette île, a été mentionné par Louis Arnott, le fameux explorateur dont les écrits se retrouvent dans le conte d'aventurier Bragmen. Durant tout le chapitre, cet homme décrivait la grandeur d'Elbaf pour ensuite dire 2 choses intéressantes. Aventurier, ne regrettez pas le temps perdu, ainsi que je voudrais que vous gardiez dans un coin de votre esprit, ne restez pas longtemps sur cette île. Le but n'étant pas de théoriser sur le comment ou le pourquoi il faut pas rester longtemps sur cette île, Louis Arnott avait probablement ses raisons qu'on découvrira le moment venu, cependant il y a quand même une question sur le temps, voire même une problématique sur Elbaf. C'est là où c'est très intéressant puisque depuis le début de l'arc, je vous théorise une ellipse, faisant que les Mugiwara devront passer un moment plus long que d'habitude, que d'accoutumé sur Elbaf. Louis Arnott pourrait ainsi sous-entendre que le temps passe différemment sur Elbaf, plus lentement ou plus rapidement, expliquant la longévité exceptionnelle des géants. J'allais aussi dire que c'était peut-être grâce à l'énergie émise par l'arbre d'Adam que les géants sont des géants, et donc que rester ici risque de changer la morphologie des Mugiwara, mais j'en doute un peu quand même. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle révélation sur Elbaf par Arnott met une limite au temps que peuvent passer les Mugiwara sur cette île. C'est vrai, mais ça reste aussi, je pense, largement suffisant pour qu'ils puissent s'y entraîner. Le dernier point que je voudrais aborder est celui de Nami. En effet, la nature des power-up des Mugiwara a été largement étudiée dans cette vidéo, certains étant plus difficiles que d'autres à cerner. Nami en faisait totalement partie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, puisque le chapitre 1132 a apporté des éléments vraiment hyper intéressants pour sa potentielle évolution. Elbaf est doté d'une certaine technologie absolument prodigieuse, grâce à une pierre du soleil, les géants peuvent invoquer un immense arc-en-ciel sur lequel ils peuvent ensuite naviguer. Alors d'après Lilith, c'est Elbaf qui cumule toutes les conditions climatiques nécessaires à l'utilisation de ces technologies, expliquant pourquoi tant de magie peut avoir lieu sur cette île. Toutefois, Nami a un don évident pour la météo, pour le contrôle du climat. Cette ellipse pourrait lui servir à améliorer son sorcerie Climatact et pour y ajouter cette fameuse pierre du soleil et donc améliorer sa Milky Road, la route des nuages qu'elle invoquait sur Punk Hazard, pour une Rainbow Road, une route arc-en-ciel qui guiderait les Mugiwara vers de nouveaux horizons. En bref, Elbaf pourrait bien l'aider à améliorer ses compétences climatiques et les derniers chapitres le prouvent, ma foi, très bien. Voilà, c'était les toutes petites précisions que je voulais faire, désolé pour le rajout, mais j'aurais vraiment été dégoûté de pas le faire, alors voilà, je peux maintenant vous laisser avec la conclusion de cette vidéo, je crois que je le dis juste après, mais quand même, merci à vous d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle touche à sa fin et c'était un vrai plaisir de théoriser à nouveau sur ce sujet qui me passionne tant. Soyez libre de me dire en commentaire si l'idée vous intéresse, si la théorie vous a plu ou si au contraire cela vous semble totalement impensable. On sait jamais. Je me permets de vous rappeler que si vous avez aimé cette vidéo, alors la liker est le meilleur moyen de me le prouver. Abonnez-vous également, c'est la meilleure récompense possible pour un créateur de contenu. Merci à tous. Je vous laisse sur ces belles paroles. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci encore une fois pour votre soutien. Peace les bros.